Chers amis auditeurs de Radio Liberté, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle émission synthèse, avec autour de moi mes complices et amis. D'abord, Philippe Randa. Bonjour Philippe. Bonjour Roland, bonjour chers auditeurs. Philippe Randa qui nous arrive de sa campagne lointaine et qui a ma province. La province. Tu vois, vous avez tout à fait raison Philippe. Et de souligner l'humour d'un sens. Et province en est quelque chose de bien particulier. Et qui a certainement suivi l'actualité, mais ça on va en parler dans quelques minutes. Nous avons... Arnaud Menu. Bonjour Roland. L'un des fondateurs de Radio Liberté. Tout à fait. Nous avons souvent le plaisir de recevoir. Et aujourd'hui, nous le recevons pour une raison bien particulière, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Nous avons aussi, évidemment, le professeur qui est en vacances, dit-on. Oui, je dis ça, je ne prends pas beaucoup de risques parce que ça arrive souvent. J'en profite pour travailler. Pour travailler. Il est en vacances pour travailler. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour Roland. Alors, le professeur Pierre Delovier nous réserve évidemment sa chronique hebdomadaire, son abominable histoire de France, et on attend la suite de la précédente avec impatience. Voilà. Et puis nous avons des invités qui sont là pour une raison très simple, qui est là tout simplement liée au thème de l'émission que nous avons choisi, parce que je pense que tout le monde le sait, hélas. Il y a 15 jours, nous a quitté quelqu'un qui était un ami d'abord, ensuite un combattant exemplaire, un combattant qui s'est battu dans toutes les batailles qu'a livrées la droite nationale ces 50 dernières années, qui a été sur tous les fronts, qui a été aussi l'un des fondateurs du Front National, puisque je parlais de Roger Olindre. Et pour parler de Roger Olindre, qui est décédé le 30 janvier nous avons Éric Vieux de Morzadec. Bonjour Éric. Bonjour Roland. Qui est... secrétaire général du Cercle national des combattants et qui avait créé Roger Olindre il y a une trentaine d'années à peu près, afin de rassembler le monde combattant. Et nous avons aussi Jacques Casanova. Bonjour Jacques. Jacques qui est certainement l'un des plus proches complices et un des plus proches amis de Roger, qui depuis bien longtemps... 1961, dans une bientôt époque, 60 ans donc. Dans une époque qui n'était pas... aussi calme que celle que, même si l'époque actuelle est agitée, mais enfin c'était d'autres enjeux. Vous avez été ensemble dans le combat pour l'Algérie française. Nous vous le raconterez tout ça tout à l'heure, Jacques. Alors, avant d'aborder la vie et le combat de Roger Olindre, Philippe Randa, l'actualité de cette semaine, qu'est-ce qui vous a frappé? Vous avez certainement des événements, c'est pas ce qui manque. L'actualité ne m'a pas frappé, mais enfin, comme tout le... Vous n'avez pas croisé de Russe? Non, je n'ai pas croisé de Russe, et je ne suis pas destinataire de cassettes tendancieuses à caractère sexuel. C'est pas ce qu'on dit partout. On voit que le camarade Philippe date d'une génération qui commence à prendre de l'âge, parce qu'il a utilisé le terme cassette. Ça fait longtemps que les gens disent cassette. C'est vrai, c'est un film. Maintenant, on sait que c'est sur les téléphones intelligents. Merci beaucoup Arnaud de faire remarquer aussi élégamment que nous ne sommes pas des perdreaux de l'année. Oui, mais il y a vous savez, le poids de l'expérience. Moi aussi, j'ai connu les cassettes. On va parler des cartouches aussi. Oui, c'est ça. Alors Philippe... Et de la Renéo. Alors évidemment, on arrive en plein dans l'affaire qui marque Benjamin Griveaux, effectivement. Incroyable cette histoire. Alors bon, on ne va pas la résumer, on le sait, il avait une maîtresse, il s'est filmé lui-même pour envoyer à sa maîtresse ses ébats matinaux. Ce qui était étonnant quand même dans toute cette histoire, c'est que quelqu'un qui a eu ses fonctions de député, de premier porte-parole du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a également été dans plusieurs cabinets ministériels, dont celui, c'est une blague, mais non, c'est pas une blague, de DSK, de Strauss-Kahn. Il était même chargé... Un beau maître, là. Que quelqu'un qui arrive à cette position aujourd'hui n'imagine pas un instant les conséquences que peuvent avoir sa facétie de filmer son érection matinale et de l'envoyer à une maîtresse qu'il n'a pas gardé comme maîtresse et qui, bien évidemment... C'est peut-être la raison pour laquelle on voit les vidéos apparaître désormais. Oui, mais comment on peut... nous qui n'avons pas ni les tendances de M. Griveaux, ni non plus l'expérience politique, des responsabilités politiques comme lui, on s'imagine bien qu'on peut être sous l'œil des médias et que tout ce qu'on pourrait faire serait immédiatement utilisé contre nous.
Et on n'est pas sous l'œil des caméras 24 heures sur 24. Ce qui est intéressant. On est sous celle, quand même, une fois par semaine de TV Liberté, mais pas des. Oui, mais qu'il le fait en toute bienveillance. Voilà. Non, je pense que tout simplement, c'est Griveaux, c'est toute cette élite qui, à un moment, s'est tellement coupée des réalités tangibles du peuple, notamment en faisant extraction du militantisme de base, parce que on voit que ces gens ont été des apparatchiks de l'UNEF, ont été des apparatchiks de cabinets ministériels, mais ne savent pas ce que c'est que d'être déjà le militant qui, sur un marché, déjà distribue des tracts pour un candidat qu'il soutient. Ces gens n'ont jamais connu ça, donc savent pas ce que c'est que l'adversité, ne savent pas, même quand ils étaient à l'UNEF, en fait, c'était quasiment ils n'ont pas été confrontés à la réalité d'une campagne étudiante qui était parfois se faisait de manière un peu virile quand on appartenait à l'opposition à l'UNEF, quelle que soit l'étiquette qu'on avait lorsqu'on était étudiant. Et puis, je crois surtout, c'est qu'effectivement, vous avez dit une chose intéressante, Philippe, c'est que vous avez parlé de l'attitude des médias. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une toute petite partie de l'affaire qui a été oubliée dès qu'on a commencé à parler de l'affaire de M. Griveaux et de sa grivellerie, pas de la grivellerie, la grivellerie étant liée à la cochonnerie, c'est pas de la grivoiserie. Oui, c'est de la facétie matinale. C'est de la porcherie. Non, c'est la porcherie la plus manifeste, parce que là, on est dans la pornocratie. C'est que le fameux Piotr, je ne sais plus comment, le russe. Nous l'appellerons Piotr. Le fameux russe. Le piètre Piotr. Le piètre Piotr a fait le tour des médias, dont Mediapart. Et là, vous aviez, en tout début, quand on a commencé à parler de l'affaire en fin de semaine dernière, vous avez Mediapart, oui, mais on n'en a pas parlé parce que ça concerne la vie privée des gens, c'est pas la même chose. Quand il s'agit des costumes à je ne sais combien de milliers d'euros de M. Fillon, je ne dis pas qu'il faut défendre M. Fillon en l'espèce. Là, d'un coup, il n'y a pas de problème d'atteinte à la vie privée. Mais là, c'est qu'en fait, pourquoi, effectivement, ce que je tiens à dire, c'est pourquoi Griveaux s'est cru ça, c'est parce qu'il sait pertinemment que comme il appartient au camp du bien, et même s'il a beau être macroniste, il appartient au camp du bien, donc les journaux ne s'attaquent pas au camp du bien. C'eût été un candidat du Rassemblement national, ou même, on va dire, de l'aile droite des Républicains, vous n'auriez pas eu ces espèces de cris d'orfraie expliquant qu'on porte atteinte à la vie privée et donc à la démocratie. Tout le monde aurait trouvé que ce type a raison, a un comportement de porc, abject et qui mérite ce qui lui est arrivé. Mais vous avez Il faut quand même souligner. Vous avez tout à fait raison. Moi, ce que je trouve extrêmement suspect dans cette affaire, c'est que tous les gens qui y sont intervenus, ou presque, commencent par dire « Mais moi, ça m'est égal. Il fait ce qu'il veut. » Ça, c'est l'hypocrisie. Non, c'est pas juste de l'hypocrisie, parce que l'exhibitionnisme est un délit. J'ai vérifié, c'est puni de 1 an de prison ou 25 000 euros d'amende. Ce n'est pas de l'exhibitionnisme, puisque c'était à titre privé. Si, je ne veux pas défendre non, c'est pas à titre privé. Vous faites ce genre de vidéo à quelqu'un qui n'est pas d'accord, il porte plainte, vous pouvez être condamné à 1 an de prison, 25 000 euros d'amende. C'est un délit, ce qu'il a fait. Il se trouve qu'elle était pas donc il a de la chance que c'est soit tombé dans les mains de quelqu'un qui le divulgue plutôt que dans les mains de quelqu'un qui le fasse chanter, parce que quand même c'est un ancien ministre, il n'a pas de téléphone crypté, c'est insensé. Ce qui est gravissime. Deuxièmement, d'où l'irresponsabilité. Deuxièmement, l'adultère n'est plus un délit qu'il a été longtemps, mais c'est une faute civile. C'est-à-dire que si Madame Griveaux décide là, il peut dire adieu à la garde des enfants et à l'appartement conjugal. Donc il n'a pas fait quelque chose qui est neutre. Non. Il a fait quelque chose qui est mal. Or, pourquoi est-ce qu'on se précipite pour dire « Oh non, ça n'a aucune importance ». Et moi, je dis, les enfants écoutent. Ce genre de choses est une plaie dans les écoles. Dans les lycées, c'est une vraie catastrophe. Quand ils veulent les violences à l'école, c'est pas de donner des coups de poing sur le nez des gens, c'est d'envoyer des vidéos porno. Et tout le monde dit non, mais moi ça m'est égal, je n'ai aucun jugement à porter. Je trouve ça tragique. Et ça illustre quand même un fait que la droite nationale oublie trop souvent. On est en train de voter des lois sur la fin de vie, on est en train de voter des lois sur la PMA, sur la GPA. Les partis de droite, pour l'essentiel, sont absents. Ça ne les intéresse pas plus que la manif pour tous ne les intéresse. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans la logique de la gauche, c'est que les décisions du gouvernement disent ce qui est bien et ce qui est mal. Et que si le gouvernement a décidé de ne pas suivre, eh bien, ça n'est pas mal. Et c'est extrêmement dangereux. Il y a un bien et un mal, et si la droite rentre dans cette conception de l'existence dans laquelle il n'y a pas de bien et de mal que ce que vote une assemblée, c'est tragique. Vous avez tout à fait raison, professeur. Puis-je ajouter quelque chose ? Bien sûr, Jacques. Il se trouve que j'ai passé pas mal d'années dans l'édition et que pendant un certain temps, nous publions des ouvrages écrits par des polytechniciens et des énarques, et qu'un de mes amis dirigeait l'ENA, et que je dormais à l'ENA quand j'allais à Strasbourg. Et j'avais sympathisé avec l'intendant, qui connaissait mieux l'ENA que le directeur de l'ENA, qui est là 3 ans, 4 ans. Et
je me suis fait expliquer tout ça. J'ai visité l'ENA plusieurs fois. Strasbourg, parce que j'habitais Paris, donc bien sûr. Paris qui devait disparaître au passage. Hein. Et en parlant avec lui, il me conduisait dans les salles et il me disait le plus gros investissement, c'est la salle de télévision. Apprendre à parler en public. Il me disait que De Gaulle, quand il avait créé l'ENA, cet homme était là depuis 35 ans, c'était pour fabriquer ce qu'on appelait des grands commis de l'État, qu'on ne connaissait pas, qui étaient des administrateurs, qui reconstruisaient. Bon. Et il me disait, depuis la génération Fabius-Léotard, on voyait très bien les promotions, ils ont tous opté pour la politique. Et petit à petit, on leur a inculqué un sentiment d'invulnérabilité. En fait, tout leur était permis. Et il me disait, des jeunes arrivent, ils ont 24 ans, 25 ans, ils ont fait Sciences Po, l'ENA c'est 18 mois, hein, c'est pas non plus... bon, c'est pas normal sup, hein, bon. Mais enfin, ils étudient, on leur donne ce qu'ils veulent. Il m'avait expliqué qu'un d'entre eux voulait faire du canoë, esquimau, on a fait venir en moniteur, tout ça gratuit. Ils se retrouvent préfet adjoint, ils sont pas forcément méchants, ils sont pas forcément dangereux, mais... ils sont hors sol. Ils sont formatés dans leur... hors sol. Oui, mais le logiciel... Avec les réseaux sociaux, on doit bien comprendre aujourd'hui que tout ce qu'on fait, on éternue le matin, c'est connu dans le monde entier. Oui, mais ce que vous oubliez, c'est qu'ils sont construits comme ça. Ils ont un sentiment d'invincibilité. D'impunité. Pas tous, d'impunité. Je préfère invincibilité. Je n'ai rien à craindre. Et la preuve que ça n'est plus vrai, vous avez raison, c'est que c'est en train de changer. Voilà, il y a eu un abus. Et je l'ai vu, ça. Hein. Donc, beaucoup se sentent... On l'a vu avec Léotard, qui a finalement reparti la queue basse, mais ils étaient invincibles, et lui-même avait dit « mais le peuple n'a pas toujours raison ». Et lui non plus n'avait pas toujours raison. Voilà, petit commentaire au passage. Il lui arrivait d'avoir tort. Alors, une chose qui n'a pas été tellement soulignée non plus dans cette affaire, parce qu'on a beaucoup parlé de complot éventuel, on voyait même les Russes derrière tout ça, une vengeance de Poutine contre Macron. C'est vrai que Poutine est vraiment omnubilé par la campagne municipale à Paris. C'était pour atteindre Macron et son parti, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a une chose qu'on oublie. Je pense que Macron se suffit sur les raisons qui ont fait que c'est même pas une question de jalousie du russe Piotr, dont la destinataire du film, non pas des cassettes mais du film, c'est tout simplement le besoin pour ces gens. L'artiste et sa maîtresse du buzz narcissique. De buzz narcissique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait le buzz uniquement pour qu'on parle de soi. C'est réussi. Là. Ils ont tué Griveaux, ok, mais on n'a jamais autant parlé de ce pseudo-artiste. J'attends toujours d'ailleurs j'ai essayé de trouver en quoi il était artiste. Il est présenté comme un artiste, mais est-ce qu'il est peintre, sculpteur, musicien on ne lit pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fait des atteintes au bien public, des atteintes aux personnes, à sa personne, il s'exhibe, il se met à poil, il se mutile. Et c'est le nouvel art d'aujourd'hui. Je pense que même sans entendre sur un régime il fait du buzz, voilà. Sans entendre d'un régime d'ordre moral, il y a encore, je pense même 30 ans, en France, je ne parle pas de la Russie ou de la Russie soviétique, ce monsieur aurait fini interné avec une camisole électrique. Voilà. Non pas parce qu'il s'agit de faire taire un dissident. Mais c'est vous Non, de Piotr. Alors, mes amis, on ne va pas passer l'heure à parler de tout cela. Non, juste pour dire deux choses, et tout ce que vous avez dit est tout à fait juste et mérite d'être souligné. Et Jacques, vous parliez de l'ENA, vous aviez raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une classe politique, entre guillemets, qui dirige ce pays. Ce sont des gens, en particulier depuis l'arrivée de Macron à la présidence de la République il y a 3 ans maintenant, sont des gens qui n'ont aucune notion en réalité de ce qu'est le politique. Et la première notion pour savoir ce qu'est le politique, eh bien, c'est de faire une campagne électorale. C'est d'aller sur le terrain, de se rendre compte qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément fait l'ENA qui existent dans ce pays. Et d'ailleurs, la même grande majorité même. Il faut savoir que Macron, lui, il est passé de la case... il est arrivé à la case présidence de la République sans même passer par la case cantonale partielle. Il n'a jamais eu l'occasion de se confronter réellement au peuple et réellement à ses problèmes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on voit un Griveaux qui se retrouve attaqué par cette histoire sur les réseaux sociaux, de sa cassette. Parce que ça fait penser à l'épisode, la fameuse cassette mairie. Voilà. Bon, donc quand on voit qu'il est attaqué, et il suffit de cela. On aurait très bien pu dire, j'en ai rien à foutre, c'est comme ça, si ça vous plaît pas, tant pis. Et on en aurait parlé vendredi matin dans les premiers journaux du matin, et puis à midi, il y aurait eu autre chose, il y aurait eu le coronavirus ou je ne sais quoi, et on en aurait pu parler. Mais quand on voit que ce type se retire
C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, se retire de la campagne qui lui a été confiée pour la mairie de Paris, qui était certes pas très fructueuse, mais enfin qui était quand même candidat, se retire pour cela en disant oui, ma famille, j'en ai marre que... Enfin, attendez, quand on prend un homme comme Roger Hollande ou un homme comme Jean-Marie Le Pen ou des gens comme ça qui ont été attaqués toute leur vie, ils n'ont pas abandonné le combat pour autant. Mais ce mec-là, il suffit tout simplement qu'on lui sorte cette histoire qui est pas très honorable, ça je suis d'accord. Et mais s'il est assez con pour l'avoir fait lui-même, ce qu'il fasse, il fallait qu'il assume et qu'il aille jusqu'au bout, ce qui aura arrangé le camp de la République En Marche. Faut assumer. Non, lui, il se retire en prenant l'air contrit à la télévision, c'est ridicule à souhait. Et voilà. Alors, cette histoire nous a aussi permis, et vous aviez raison de le souligner, mon cher Philippe, de voir aussi des personnages que moi, j'ai jamais entendu parler de Piotr Pavlansky. De 3 minutes avant qu'on en parle l'autre jour. Juan Branco. On parle d'un Juan Branco. Alors lui, ça a l'air d'être le roi des branquignoles, surtout. Tout ça, c'est l'autoproclamé extrême gauche, mais qui baigne dans l'argent. Alors justement, je vous invite à lire, je vous invite à consulter un site. Pour une fois, ça ne sera pas le site de Synthèse Nationale ou le site Euroliberté, ou le site de TV Liberté, bien sûr. C'est le site du Journal du Dimanche. Alors je vous invite à consulter l'article qui est paru il y a quelques jours sur le site du Journal du Dimanche, qui raconte la nuit de réveillon. Alors carnage chez les bobos, c'est à se plier de rire. La nuit de la dernière Saint-Sylvestre. La première mise en accusation du Russe. Chez Branco. Alors Branco, visiblement, la presse qui a raconté dans le Journal du Dimanche, mais enfin a priori ça n'a pas de raison ça n'a pas été démenti, organise une soirée avec sa petite amie du moment dans l'appartement des parents pour parler évidemment. Alors là on retrouve toute la bobocratie d'extrême gauche qui est là, qui doit parler allègrement de la prévision de la dictature du prolétariat. Je rappelle quand même que l'appartement se trouve dans le 6e arrondissement. Juste au-dessus du Café de Flore. Juste au-dessus du Café de Flore. Et là il invite son nouvel ami qu'il connaît depuis 15 jours, le fameux Piotr le Russe. Là. Et il l'invite et tout ça se termine dans une bagarre à coups de couteau dans la cuisine de l'appartement où il y en a 4 ou 5 qui sont blessés. La BAC arrive, Bianco les met dehors prétextant qu'il était propriétaire de l'appartement. Branco les met dehors plus exactement prétextant qu'il est propriétaire de l'appartement. Là-dessus, le tapage nocturne, les voisins appellent une deuxième fois, la police arrive en force et ils découvrent du sang partout, des gens blessés, enfin, et voilà. Et le fameux Piotr, donc des plaintes déposées contre lui, mais un mois à être arrêté, alors qu'entre-temps, il a fait quand même un certain nombre de conférences ici et là, parce qu'il est invité pour parler dans les salons où nous, on n'est jamais invité. De toute façon, même si on était invité, on n'aurait pas envie d'y aller. Donc, de parler de son art, si tant est qu'il y ait un art, et enfin, en tout cas, peut-être l'art de mettre des coups de couteau, et tout ça, et là, il finit par être arrêté parce que cette affaire scabreuse de diffusion sur les réseaux sociaux des fantasmes de son... Comme quoi il vaut mieux mettre un coup de couteau oui, comme quoi il vaut mieux quelqu'un qu'un coup de canif dans la réputation de la politique. Voilà, exact. Voilà la conclusion du professeur qu'on retiendra. Et autre chose en 2 mots, avant de passer à votre chronique hebdomadaire, puisque nous poussons... Non, alors juste le changement de tête de liste de République En Marche à Paris. Maître Agnès Buzyn, qui le matin même avait dit que jamais elle n'irait dans la campagne municipale parce qu'elle devait s'occuper du coronavirus. Ça veut dire que, visiblement, pour Emmanuel Macron, Anne Hidalgo est pire que le coronavirus. Ah oui, je crois que surtout pour Emmanuel Macron, ce qui est pire, c'est peut-être Rachida Dati, moins que... Nous aurons l'occasion de reparler de la campagne municipale, certainement, à une autre occasion et dans une autre émission. Alors, Philippe, votre chronique hebdomadaire que l'on peut retrouver dans le quotidien présent, sur le site Euroliberté et sur le site Synthèse Nationale. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui cette fois en Suisse, figurez-vous, où un sportif d'Allah est à l'entraînement. Heureusement que les jeunes sont là pour nous montrer l'exemple, n'est-ce pas? Non, il ne s'agit pas, pour une fois, de Greta Thunberg, la fille spirituelle de Philippulus le prophète. Vous savez, le vieillard barbichu qui annonce la fin des temps dans l'album de Tintin, l'étoile mystérieuse. Mais d'un écolier de 14 ans de Moriken-Wildegg, une commune suisse du district de Lenzburg. Ce jeune réfugié syrien, avec toute sa famille depuis près de 6 ans vivant de l'aide sociale, a défrayé la chronique l'année dernière en exhortant les filles de son école à s'habiller et à se comporter plus décemment au nom d'Allah, leur agitant un couteau sous le nez pour bien se faire comprendre. La direction de l'établissement ayant ensuite exigé, on se demande bien pourquoi, qu'il entre désarmé en classe, mal en pris à une enseignante qui voulut vérifier s'il avait un couteau sur lui. L'adepte en herbe du prophète lui cassa la mâchoire à coups de poing. Non, mais...
Désormais intégré dans la structure de jour pour jeunes Turofner Work and Box à Moricon-Wildeck, où il est soumis à un entraînement spécial, on découvre qu'il y bénéficie d'un entraînement à la boxe. L'encadrement spécial de l'atelier pour jeunes Turofner coûte 7 918 francs par mois, des francs suisses. En outre, selon le journal Schweiz an the Wochenende, 200 francs par jour sont nécessaires pour la structure quotidienne ainsi que pour la nourriture, 15 francs par jour, les cours scolaires, 750 francs par semaine, et un entraînement mental pour le contrôle de l'agressivité, 142 francs par semaine. Au total, cela représente près de 16 000 francs par mois, rapporte le site Les Observateurs. À ce prix-là, donc en euros, c'est 14 945,30 euros par mois. Ne doutons pas que ce Marcel Cerdan oriental améliore rapidement ses swings, bolo punch, crochet et autres uppercuts. Au fait, les militantes féministes, helvétiques ou autres, toujours si promptes à dénoncer des violences mâles, restent bien silencieuses en l'occurrence. Y a-t-il une limite d'âge, sinon d'origine, où elles se montreraient plus discrètes qu'à l'accoutumée ? On a peine à le croire. Eh bien, merci Philippe, merci pour... Là, ce qui m'a marqué, c'est que vous avez quand même fait la conversion des francs suisses oui, parce que en euros, parce qu'autrement, on n'y comprenait rien. Parce que sinon, on va encore dire que je sait parle que les de Suisses sont cassettes riches, ou de on francs. sait que les Suisses sont riches, Voilà. mais qu'est-ce que c'est que 2000 francs C'est important le aussi, choix dans la date. Alors, tout à l'heure, je vais vous annoncer donc le thème central de notre émission. Cette émission est consacrée à Roger Olindre. Roger Olindre, c'était un militant avant tout. C'était quelqu'un qui avait un immense amour de la France. C'est quelqu'un que, même si on l'a croisé 5 minutes dans sa vie, il n'a jamais laissé quelqu'un insensible. D'ailleurs, pour s'en convaincre, ceux qui étaient la semaine dernière aux obsèques, qui ont assisté aux obsèques en l'église Saint-Roch de Roger, ont pu le constater. Il y avait une foule immense de gens qui étaient là. Peut-être plusieurs milliers de personnes, c'est difficile à évaluer, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'était une cérémonie qui à la fois... Il y avait environ 3000 personnes. 3000 personnes, oui, nous dit Éric Vieux de Morzadec. 3000 personnes qui ont assisté à cette cérémonie qui était à la fois, évidemment, empreinte de tristesse, mais quelque part qui était aussi il y avait beaucoup d'espoir aussi. Alors peut-être que le sermon de l'abbé Coache y était pour beaucoup, l'intervention de Bruno Gollnisch aussi. Mais là, on a retrouvé vraiment toutes les tendances, tout ce que la droite nationale a compté ces 60 dernières années de militants, de responsables. Pratiquement tout le monde était là, quoi. C'était... Je peux en parler parce que j'ai eu l'honneur d'organiser cette cérémonie. Effectivement, tout le monde était là. Oui, tout le monde était là. Tout le monde était là. Moi, on va pas donner tous les noms, mais ça serait très difficile parce qu'on en oublierait. Je ça dirais serait que toute dommage. la droite nationale était présente. Et je peux ajouter également, si vous me le permettez, que toute la droite nationale a aidé et a participé financièrement, ce qui n'est pas vain, à l'organisation de ces obsèques. Ce qui est vrai, et bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais ce qui est vrai, et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Roger était avant tout aussi un homme généreux. Il a passé sa vie à aider... enfin, on en parlera peut-être, Jacques, vous savez mieux que nous tous, parce que c'est vous qui l'avez mieux connu et qui l'avez mieux connu ici. Mais c'est quelqu'un qui a toujours passé son temps à aider les camarades dans le besoin et tout ça, au détriment de sa personne. Et c'est cette belle cérémonie, vraiment, c'était pour moi, c'était quelque chose qui a vraiment beaucoup marqué. Je trouve que c'était vraiment très bien. Et ça prouve quand même l'importance qu'il a eu pour beaucoup d'entre nous. Oui, moi, je l'ai connu la première fois, j'ai dû le voir dans les fin des années 70 pour la première fois. Oui. On s'est revus... Beaucoup plus d'ailleurs vers la fin, ça on en parlera avec Arnaud Menu tout de suite, parce que il se trouve que j'ai été le dernier éditeur d'un livre qui lui est consacré, le livre C'est Roger, des entretiens avec Arnaud Menu, et on a eu l'occasion de se voir, mais on s'était vu très souvent quand nous étions à l'Assemblée nationale, on avait nos bureaux l'un en face de l'autre. Enfin, moi je n'étais pas député, lui était député, moi j'étais simple assistant parlementaire de maître Georges-Paul Wagner, qui nous a hélas aussi quitté il y a une dizaine d'années, mais je le voyais tous les jours, Roger, et donc c'était Roger, quoi. Je pense qu'il serait temps de peut-être préciser pour nos téléspectateurs qui était Roger Olindre. Alors,
qui a commencé à faire parler de lui à 14 ans. Même à 15 ans. Alors pour ça, on va peut-être d'abord passer la parole à Arnaud Menu. Donc, je rappelle, est l'auteur de ce livre d'entretien qui est sorti au mois d'octobre dernier, au moment d'ailleurs des journées bleu-blanc-rouge. Il est sorti pour les journées de synthèse nationale, où Roger Olindre était là d'ailleurs, et a assisté et a dédicacé de nombreux exemplaires de ce livre. Ce livre, c'est un livre d'entretien où il raconte un petit peu toute sa vie, quoi. Il raconte des éléments. C'est pas un livre politique au sens où on peut l'entendre. Et cela, il en a écrit un certain nombre. D'ailleurs, Philippe Randa en a réédité aux éditions de Alpha un certain nombre de ces titres ces dernières années. Non, là, il raconte un petit peu tous des anecdotes de sa vie qui ont marqué et qui ont été certainement importantes pour lui, puisqu'il a choisi d'en parler. Alors, Arnaud, parlez-nous un petit peu comment vous avez rencontré, comment ça s'est passé un petit peu la rédaction et l'élaboration de ce livre. Tout d'abord, moi, le Roger Olindre, le premier Roger Olindre que j'ai connu, c'était au début des années 90, quand je voyais ce responsable du Front National et du CNC passer à la télévision. Après, au milieu des années 90, j'ai eu un engagement, il est vrai, au sein de la droite nationale qui fait que je voyais Roger Olindre. Moi, j'ai milité en province. C'est difficile de ne pas le voir quand on militait dans la droite nationale. Non, mais c'est surtout, j'ai souvenirs, on le voyait surtout, pour moi, les souvenirs, le plus grand souvenir, c'était chaque 1er mai, quand en fin de cortège, il y avait le cortège propre au CNC, et on voyait tous ces officiers, ces anciens combattants, pour certains, c'était je ne sais combien de rangées de médailles. Et on voyait quelqu'un qui, effectivement, avait déjà, ça fait partie aussi de la légende de Roger Olindre, le verbe assez haut, mais on voyait que les choses étaient faites malgré tout, dans l'ordre, et que rien ne devait transiger. Donc j'étais resté sur cette image. Après, les raisons personnelles des uns et des autres fait que je m'étais un peu éloigné, je connaissais toujours, et c'est effectivement, ce livre a eu lieu, c'est réalisé, parce que c'était une discussion que nous avions, je crois... hors antenne ici dans même, parce que nous l'avons reçu, je le rappelle, dans ce studio au mois d'avril. Il y a près d'un an. Il y a près d'un an, il y a à peu près un an. Et c'est suite à cet entretien qu'effectivement vous m'en aviez parlé, Roland, qui était décidé. Et donc c'est à partir de l'été dernier, l'été et le début d'année et l'automne. C'est sorti à cet automne, octobre, que j'ai rencontré quelqu'un qui, pour moi, m'a marqué. Parce que ce qui m'a semblé important de montrer dans ce livre, c'est que ce n'est pas effectivement le Roger Olindre qui s'est exprimé autour de plus de 43 livres ou 44, je ne sais plus à combien on est arrivé. C'était de connaître quelqu'un qui parle de lui, parce que je pense que ce qui est important moi, c'est ce que j'ai perçu chez Roger, c'est qu'au-delà effectivement de l'ancien combattant, du cadre politique de la droite nationale, que ça soit pour la création du Front National pendant des années au Front National et ensuite au Parti de la France, puisqu'il était président d'honneur du Parti de la France, ou même qu'il a été le député, et quel député pendant 2 ans. Je pense que les salariés ou les collaborateurs, les agents de l'Assemblée nationale se souviennent plus facilement, ceux qui ont été présents de 86 à 88 se souviennent plus facilement, je pense, des 2 ans de Roger à la tribune, et avec quels propos et quel discours, que parfois de députés qui sont restés peut-être pendant 4 à 5 mandatures, mais qui ont été totalement oubliés. Et ce qui m'a semblé, parce que j'avais vu quelques éléments biographiques qui m'avaient marqué et qui m'a confirmé. Effectivement, Roger Olindre, n'en déplaise à ce que certains journalistes ont pu dire quand ils ont rédigé leur nécrologie on ne peut pas dire qu'il s'est fait passer pour résistant, c'était un résistant. Il a fait un acte de résistance extrêmement courageux à l'âge de 15 ans. Le contexte, c'est qu'il est dans une pension, à Rony-sous-Mois, la fameuse pension du Père Clairbois. Le Père Clairbois, qui, je le rappelle, a été quand même fait juste devant les nations, puisque même s'il défendait le maréchal Pétain, était quand même, ce que disait Roger, un bouffeur d'Allemands, mais il protégeait les petits juifs. Donc pour Roger, voilà, c'est dans ce... Alors, de la vie de Roger, peut-être... Donc, et on voit quand même un gamin de 15 ans. Il faut dire, voilà, qui s'engage. La vie et l'engagement de Roger... Mais non, on parle d'un gamin de 15 ans. Maintenant, quand on pense à des gamins de 15 ans, on pense à des gens complètement... Lui, à 15 ans, alors que dans la foule, il se fait mitrailler dessus. Il avait quand même tout en se faisant tirer dessus par des soldats allemands au moment de la retraite de l'armée allemande à l'été 44...
arrive quand même à récupérer 2 mitrailleuses et qu'il le récupère en s'étant pris une belle correction par le père Carbois pour les donner à résistance. C'est quand même quelqu'un, et moi c'est je lui avais posé comme question, il me l'a bien précisé, c'est quand même quelqu'un qui a trafiqué ses papiers d'état civil parce que c'était un des premiers engagés volontaires en Indochine. Il n'avait pas encore totalement 17 ans. Il s'est engagé dans la marine, d'où le surnom de Popeye, mais il n'avait pas totalement 17 ans, donc il a trafiqué pour s'engager. Et là, je me dis, on va avoir quelqu'un qui a certes 90 ans, mais qui a 17 ans. Moi, je pensais à ce que j'étais à 17 ans, j'étais un lycéen lambda dans un lycée de province, et lui, il trafique son état civil pour aller s'engager en Indochine. Je pense que, pour moi, Roger Hollande, tout se résume là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... dès son jeune âge, on sent que sa principale vertu, jusqu'à son dernier souffle, c'est l'engagement. Et c'est surtout, moi, ce qui m'a marqué après des anecdotes qu'il a racontées, ou en revenant sur la thèse, c'est quand il a donné sa parole même de donner son sang et sa vie pour la France, jusqu'à son dernier souffle, il n'a jamais transigé là-dessus. Et je pense que c'est ce qui est important à comprendre chez Roger Hollande, au-delà je veux dire, de son action au quotidien. Alors, vous avez tout à fait raison, cher Arnaud, de rappeler tout ça. Comme on disait à l'instant, c'est vrai que sous les sous de l'histoire, lorsque Roger est venu au mois d'avril dernier, vous vous en souvenez peut-être Philippe, il me dit ouais, tu n'as pas parlé de mon dernier livre dans la revue, dans Synthèse Nationale, tu n'as pas parlé de mon dernier livre. Avec Roger, on était toujours en retard d'un livre. À chaque fois qu'on voulait parler du dernier, ce n'était que l'avant-dernier. Donc, il me dit, je lui dis, écoute, Roger, tu as tout à fait raison de le souligner. Bon, malheureusement, il peut arriver parfois qu'on oublie de parler de certains livres. Et franchement, ne va pas croire un instant qu'il y a une censure ou quoi que ce soit. Mais c'est comme ça. Alors, écoute, je te propose un truc. Non seulement, on va pas parler de ton dernier livre dans le prochain numéro parce que ça fera un certain temps, mais on va écrire un livre. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire ce livre d'entretien et que Arnaud a accepté. Et donc je tenais vraiment à vous remercier, José Blédé, parce que vous m'avez permis de rencontrer quelqu'un d'un nom que je connaissais, de quelqu'un que j'avais vu, et de rencontrer quelqu'un qui, même à 90 ans passés, on le disait en antenne ou même au début, vous passiez 5 minutes avec Roger Hollande, vous avez l'impression que c'était une partie de l'histoire de France qui vous happait, et que effectivement, et c'est là que je me suis dit, puisque je fais partie, moi aussi je commence à ne plus être un perdreau de l'année, j'ai connu les derniers feux des joies du service national, et je me dis qu'effectivement, si j'avais eu Roger Hollande comme chef instructeur, je pense que j'en aurais, passez-moi l'expression, sacrément bavé pendant plusieurs semaines, mais je pense que je serais allé jusqu'à donner ma peau pour lui. C'est-à-dire que effectivement, là aussi, petit clin d'œil de l'histoire, le café-restaurant, on se retrouvait chaque semaine pour réaliser ces entretiens, et donc dans une ville, c'était la banlieue ouest de Paris, la banlieue ouest, qui s'appelle Les Maréchaux. Et ce que j'ai senti, j'en ai parlé quand on est venu pour réaliser ce livre, j'ai rencontré, sur l'insistance de Roger qui m'a dit « N'oublie pas d'appeler Jacques Casanova, n'oublie pas d'appeler Jacques Casanova ». Et effectivement, au Maréchaux, effectivement, pour moi, Roger Hollande, on reviendra peut-être tout à l'heure sur le fait qu'il ait appelé un de ses restaurants le Bivouac des Grognards, sous l'Empire, il aurait été certainement, même avec son caractère très particulier, très entier, sur lequel il ne transigeait jamais, je pense qu'il aurait été un véritable maréchal d'Empire, ou en tout cas un général qui aurait marqué ses troupes. Alors vous avez parlé de Roger Hollande qui s'est engagé, qui a falsifié ses papiers pour aller se battre en Indochine, pour la France en Indochine. Et après l'Indochine, il y a eu l'Algérie. Et l'Algérie, là, c'est à peu près à cette époque que vous rencontrez Jacques Casanova avec Roger dans un contexte particulier. Dans un contexte bien particulier, qui est celui de la défense de l'Algérie française, de la présence française en Algérie. Voilà. Alors comment ça s'est passé, Jacques? Racontez-moi un petit. Je suis pied noir, excusez-moi, je suis un peu enroué. Donc je suis né en Algérie, mes parents et mes grands-parents étaient nés en Algérie. Ça n'était pas le cas de Roger qui est venu... Qui est né en Corse. Après, il est né en Corse, c'est la guerre d'Algérie, le 8e RPIMA qui l'a conduit là-bas. Moi j'étais déjà incarcéré à Beaune parce que mon père a été assassiné quand j'étais gamin, dans la région de Constantine. Et comme c'était pas facile à vivre parce que la guerre d'Algérie a commencé dans le Constantinois, nous étions très souvent attaqués. Et ma mère n'a pas tenu le choc et nous sommes allés à Beaune, qui s'appelle maintenant Annaba, qui est une ville du côté de la frontière tunisienne. Voilà. Je fais partie d'une famille qui est venue en Algérie en 1850 et nous avons été imprégnés des valeurs. Pour nous, la France,
c'était au-dessus de tout. La sécurité, la vie, la France, et j'allais dire que des gens communistes, ça n'avait pas de sens, les divisions politiques. On aimait la France. Moi, je vivais dans un village où il y avait 50 Européens et 15 000 Arabes. Hein. On allait à l'école ensemble. On n'a jamais eu de conflit. Quand mon père est assassiné, un millier de gars du coin sont venus pleurer. Donc il n'y avait pas d'opposition frontale entre la population musulmane, qu'on qualifie de musulmane, et les Français. Une vie commune depuis pas mal d'années. Simplement, le 13 mai, j'ai été berné, comme un certain nombre d'autres personnes, mais moi j'avais une vocation militaire. Et donc, je voulais être moine ou soldat. C'était mon... Voilà. On peut être moine soldat aussi. Non, mais la quête d'absolu, ce qui m'a rapproché de Roger, hein, le besoin d'absolu. La verticale qui vous fait une sorte d'aimantation sur des valeurs de base qui fait qu'on a du mal à s'en détacher. Et je me suis battu, donc j'ai fait partie de groupe. C'était un ancien lieutenant de Bichard, blessé à Dien Bien Phu, qui avait créé. Il m'a dit que c'était moi qui l'avais lancé. Pourquoi on a fait ça, mon lieutenant? Il me dit, c'est toi, espèce de crétin, qui m'a dit il faut faire quelque chose. Il y avait des attentats tous les jours. Nous avons été arrêtés. J'avais beaucoup d'inculpations et donc j'ai été incarcéré à la prison de Beaune juste avant mon 20e anniversaire, puisque j'ai fêté J'ai une photo de mon 20e anniversaire à la prison de Beaune. Et quelques mois plus tard, je vois débarquer Roger Olindre avec 7 gars. Alors vous imaginez quand on le voit maintenant, mais quand il avait 32 ans, ça bougeait encore plus. Hein. Bon. Il arrive et on a passé plusieurs mois en captivité ensemble. Donc, puis là, c'est une cellule de 40 personnes mélangées au droit commun. Tous les matins, il fallait se lever, plier sa paillasse, nettoyer au grésil. C'est pas les prisons d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Bon. Et il y avait le FLN à côté, qui nous envoyait qui nous exprimait ses amitiés. Hein, voilà. Entre guillemets. Voilà. Et Roger était là, et nous étions, nous, dans le groupe précédent, une dizaine, et il y avait des prisonniers de droit commun. Ça a duré... en décembre, il a préparé une évasion avec ce qu'il appelait, lui, Napoléon, c'est son... Je parle de Bonaparte plutôt, c'est-à-dire le chef de guerre, hein, le maître de guerre. Il a préparé une évasion. C'était pas facile en Algérie parce qu'on était en état d'urgence, que la prison était contiguë. Enfin, la prison, c'est un corps de bâtiment. D'un côté, la gendarmerie, de l'autre, le palais de justice, et de l'autre, la prison. Donc, en fait, tout ça... Bon. Et il avait constitué un réseau qui s'appelait le réseau Bonaparte, avec des anciens d'Indochine. Je peux vous en citer un, puisqu'il est mort, c'est Gilbert Pépin-Malherbe. Mais il y en a d'autres. Hein. Bon. Et je crois qu'ils ont réussi. Il y avait parmi les gardiens un arabe qui était favorable à l'Algérie française et qui a fait rentrer des limes, mais sans les manches. Hein. Or, nous étions dans une cellule où il y avait à 3 mètres du sol, en hauteur, des barreaux, double rangée de barreaux, avec 3 rangées de barres horizontales épaisses comme ça. Une nuit pour scier tout ça. Avec des gardiens qui viennent regarder toutes les heures. Alors, cette organisation a bien marché. Toutes les heures, nous savions, ils venaient à heure fixe, les gardiens, donc toutes les heures, nous nous présentions devant l'œilleton et nous avons prétendu qu'il y avait un anniversaire. C'était l'hiver, donc il y avait un énorme poêle au milieu de la salle et on faisait du café en permanence voilà. Et on sciait. Moi, j'étais le dernier d'ailleurs. On avait les mains en sang, hein, parce qu'il n'y avait pas de... On avait bien sûr mis des serviettes mouillées pour... C'était pas très confortable. Hein. Pour 40 personnes, il y avait un trou, c'était les toilettes, ouvertes à tous, et un robinet au-dessus du trou pour faire sa toilette. Hein. Ça a duré 8 mois, ça. Hein. Bon. Et puis, à 5 h du matin, j'étais le dernier. Je sais que mon barreau, j'arrivais pas à le casser, c'est solide. Alors qu'on avait scié, sans faire de bruit. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai vu descendre un petit yo-yo. Pour ceux qui sont allés en captivité, c'est un fil avec un message en bas. C'est ceux qui étaient au-dessous, qui étaient eux des droits communs, qui disaient « Est-ce qu'on peut partir avec vous ?» Ils nous avaient entendus. On n'a pas répondu. Et puis je voyais passer les gardiens. Donc on a failli ne pas réussir, quoi. Hein. Les gardiens n'ont pas levé la tête, n'ont pas vu que le barreau était... Et ensuite, on a scié très fort, on a sauté dans le chemin de ronde. Roger avait fait signer à certains prisonniers de droit commun un engagement à se rendre à la justice à la victoire, que nous attendons encore. Hein. Bon.
À la victoire, moi, je sous-signais. Ça les engageait pas beaucoup, vu la suite. Bon, mais enfin, ça décrit quand même la personnalité de Roger. C'est pas parce que tu viens avec nous défendre la France que tu seras libéré de tes responsabilités. C'est un détail, mais voilà. Donc, certains sont venus. Et puis derrière, bon, nous avons... Alors, il a fallu traverser le palais de justice. Il y avait quelques personnes qui avaient des pistolets mitrailleurs sur le ventre. Traverser la gendarmerie. Et nous sommes retrouvés dehors, un froid matin d'hiver, vers 5 h du matin. Courir dans la rue, je vous assure que ça... Après 8 mois de galère, c'est important. Et puis, bon, ça a été compliqué. Le reste est un peu plus compliqué parce qu'il a fallu s'éloigner, trouver... Être armé, donc il a fallu... l'armée, il y avait des herses partout. Hein. Vous imaginez, il y avait 500 000 hommes en Algérie. Et nous avons été ensuite dans ce qu'on appelait, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, une SAS, section administrative. Ce sont en fait, c'est des mechtas, des douars, dans lesquels il y a un officier français, souvent, pas plus. Hein. Et ce sont des systèmes d'autodéfense arabes. Puisque quand nous étions au Maquis, il y avait encore 250 000 Algériens engagés dans les forces françaises, sous une forme ou sous une autre, et on estime à 18 000 le nombre des faits de la guerre. Donc quand on dit qu'on a perdu la guerre d'Algérie, voilà. Et nous avons été hébergés dans ces douars, et puis après, un Maquis a été lancé. Alors, le Maquis, c'était protéger les populations musulmanes demeurées fidèles à la France et lutter contre le FLN. Voilà, donc embuscade, etc. Malheureusement, il existait à l'époque, j'en ai terminé, une organisation communiste qui s'appelait l'OCC, Organisation clandestine du contingent. Un simple soldat pouvait appeler un général ou un colonel et lui dire « Attention, l'OAS », je répète que c'était... on était déjà en 62, après le putsch. Et De Gaulle avait viré sa cutie, en quelque sorte. Et donc l'OCC pouvait... Et nous avons été traqués longtemps par l'armée, qui était pilotée par Sergent Fontaine. Je me souviens, c'était lui, le gars de l'OCC. Il existe peut-être toujours. Et c'est lui, Sergent Fontaine, qui pouvait appeler un colonel et dire, voilà, il y a un maquis de 45 personnes. Et nous étions pilotés la nuit par des Arabes, par des harkis, qui nous faisaient rentrer dans les fermes, où il y avait une section, dans les zones interdites. Hein. Mais là, il y avait encore un fermier, une section, 30 hommes à peu près, des mitrailleuses jumelées au projecteur, et la nuit, à 2 h du matin, dans la neige, on rampait à 40-50 pour aller dormir dans la ferme sans être vu. Ça prenait 3 heures. Hein. Grâce aux harkis, qui ont tous été égorgés quand le général Ducournau nous a coxés. Alors, tout ça, c'était possible grâce à une personnalité, comme alors, voilà, non. Roger, parce que il aurait pas, c'est pour ne serait-ce déjà que l'évasion, c'est pas comme ça. Il faut un chef, là, il faut toujours un guide, si je puis dire. Et c'est sa personnalité. Roger, c'est la synthèse des valeurs fondatrices de la France, ajoutées au courage et au désintéressement. Voilà. Mais il n'avait pas l'impression, il savait pas qu'il était courageux. Il l'était spontanément. C'est-à-dire que c'est un garçon qui ne reculait pas. Hein. Oui. Il n'a jamais reculé. Je l'ai vu faire des choses tout à fait extraordinaires. Hein. Quand nous étions cernés à la mutualité, je ne sais plus quelle année, par des gens, on était 4 ou 5, il allait cracher à la figure du leader. Et les gars fuyaient. Hein. Il fallait ce culot, quoi, on va dire. Roger a laissé un souvenir incroyable pour les gens d'Indochine. Incroyable. Il est admiré par les anciens d'Indochine. Pourtant, il était caporal-chef. C'était pas caporal-chef. Alors, il était caporal-chef parce qu'il était souvent dégradé. Souvent dégradé, oui. Bon. Mais je pense qu'il aurait fini colonel assez facilement quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais il était dégradé. En Algérie, il a commencé par créer un camp de scouts musulmans. J'ai des photos. À Tébessa. À Tébessa. Plusieurs centaines. Il leur faisait aimer la France. Il avait créé un restaurant, le Français, où il recevait beaucoup les troupes, pas toujours calmes là-bas. Il est arrivé qu'on sonne le calme au pistolet automatique, parce que tous les gars qui revenaient d'opération, c'est un peu Far West parfois. Et quand l'Algérie, quand on a commencé à parler de l'indépendance de l'Algérie, et qu'il a senti que De Gaulle avait viré sa cutie, il a voulu créer un premier maquis. Il était marié à une carteronne qu'il avait rencontrée en Indochine. Bon.
Et il avait obtenu la signature de 550 personnes qui étaient tous candidats pour aller au maquis, mais quand il est parti, il n'y avait plus que 7. Ouais. Hein? Par contre, il avait des armes pour 500 personnes. Il est parti quand même à 7. Il est parti avec 7 personnes. Il y avait un légionnaire du REC, Stan Fabianska, dont Roger a traité le mal aux dents à coup de poing dans la gueule parce qu'il ne fallait pas trop parler. J'ai mal, ta gueule, Stan. Bon, c'était Roger. C'était la guerre. Hein, bon, voilà. Et il est parti, il a été arrêté, on s'est retrouvé en captivité. Il a tenu de cesse de ressortir, de créer un maquis. Quand le maquis a été arrêté... Le maquis Bonaparte. Le maquis Bonaparte. Ouais. Quand, après plusieurs mois, nous avons... C'est pas facile, hein, on ne mangeait pas beaucoup. On était... ouais. Et quand nous avons été arrêtés, puis expatriés vers Villacoublay par des avions militaires à partir de Tellerma, on a été en captivité. Moi, j'étais un peu plus longtemps que lui, parce que j'avais des peines de réclusion criminelle. C'est plutôt l'île de Ré, lui était à Tulle. Hein, voilà. Ou à Toul, je ne sais plus. Non, à Toul, je crois. À Toul. Et dès qu'il est sorti de prison, il a constitué un mouvement politique, les jeunesses patriotes et sociales. Oui, alors justement, alors là, on arrive à une nouvelle étape dans la vie de Roger Hollande. Mais c'est la suite. C'est-à-dire que, aussitôt sorti de prison, il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est avant la constitution des jeunesses patriotes et sociales ou juste après, il y a eu la campagne Tixier-Vignancourt. Alors, c'était en 65. Alors, la campagne Tixier-Vignancourt était à peu près concomitante, mais il y a un petit décalage. Moi, je n'étais pas encore libéré à cette époque, donc je n'y ai pas participé. Alors, il a consacré des mois de sa vie. C'est lui qui a eu cette idée. La caravane. La caravane. Je crois que l'idée était de Jean-Marie Le Pen, parce qu'il l'avait déjà fait pour l'Algérie française quelques années auparavant. C'est lui qui a assuré la sécurité. Et qui a monté la caravane Tixier, qui a fait le tour de France. Il fallait tous les jours monter un chapiteau, il fallait négocier des repas pour les personnes. Ce qu'il a refait en 87, d'ailleurs, pour la campagne de Le Pen en 87. Dans un climat d'hostilité générale. Hein, il y avait bagarre tous les soirs. Donc il a été... C'était une vie de sacrifice absolu. Yael était déjà là, mais vous imaginez... J'avais envie de lui demander de m'accompagner, parce que si quelqu'un le connaît bien, c'est sa femme. Oui. Mais bon, elle n'est pas en très bon état. Oui, alors, il a créé, à ce moment-là, les Jeunesses patriotes et sociales, le Cercle du Panthéon, rue Quincampoix, un immeuble qui appartenait à Jean-Marie Le Pen, je crois, où là, il avait fait un restaurant et créé une société qui s'appelait la SURI, Société pour l'utilisation rationnelle des idées et des hommes. C'est-à-dire que c'est une société de service. Société de service où il vendait des services. Alors, moi, j'en ai fait partie. On a travaillé pendant des mois. Il y avait Dominique Touzeau, que vous avez peut-être connu. Qui est décédé il y a peu de temps. Oui, qui est mort il y a peu de temps. On était pour quelques anciens... et il y avait des chantiers, alors nous creusions des tranchées pour bâtir des maisons. Moi j'étais acrobate, donc je montais des chapiteaux de cirque à 30 mètres du sol. D'autres, et c'est comme ça qu'on a eu cette histoire du 1er avril. Parce que qui est racontée dans le livre, qu'il faut lire dans le livre. Vous êtes à raconter, Arnaud, c'est l'histoire du 1er avril, ou Jacques, enfin tous les deux. Oui, c'est sous l'égide de Jacques, puisque c'est Jacques qui me l'a conté. Et c'est là qu'il montrait une facette que... Moi, je ne connaissais pas, qu'on ne s'imagine pas de Roger Hollande. Il y en a une autre sur laquelle il revient quand son expérience de journaliste. C'est quelqu'un qui adorait faire des blagues. Ah oui, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Dans le bouquin, il y en a plein de blagues. Et donc, il explique à un moment dans cette série, je ne sais plus, je crois que c'est ça, c'est pour récupérer du mobilier qui était dans une caserne. Non, alors, nous travaillons. C'était une société de service. Il n'en existait pas à l'époque. Il faut reconnaître qu'il a eu une idée. C'est innovateur. Une idée novatrice, puisque ça n'existait pas. Alors que maintenant, c'est assez fréquent, assez courant. Et l'une des équipes avait trouvé dans un ministère, dans un grenier, un meuble qui n'avait plus que 3 pieds, qui était assez joli. Et comme nous n'avions pas un rond, ce meuble, on va le garder. Au lieu d'aller. Sinon, tout était transporté à la décharge du Bourget. Hein. C'était quand même assez peu de temps après la guerre d'Algérie. Les esprits étaient encore un peu chauds, mais il n'a pas fait que ça. Hein. Bon, enfin bref. Là, la SURI, on avait du mal. Il n'arrivait pas à travailler. Le matériel, c'est une 4L qui avait 200 000 km. On mangeait modérément. Enfin, c'était le combat politique. Il fallait mener le combat politique le samedi, le dimanche, aller distribuer les journaux dans les églises. Mais un jour, quelqu'un dit « Regarde, Roger, j'ai trouvé un petit meuble. Ah, on va le garder. » Il ouvre et il voit des ordres. J'en ai retrouvé là récemment, j'ai donné à Yael, des ordres de mission des troupes sahariennes, mais parfaits, qui n'avaient pas été utilisés. Au lieu de les détruire, il dit je vais les massicote, il met des tampons, il a mis même 3 points. Bon. Au cas où. Donc il a fait ça
mieux que mieux. Pour faire croire à un putsch. Voilà. Et il a écrit à 150 gars. Alors, déjà, celui qui était adjudant était devenu lieutenant, celui qui était capitaine était commandant, etc. Et il leur donne rendez-vous Fort de Vincennes. Je revois encore le bar. Fort de Vincennes. Et puis là, je leur offrirai un pot. Et puis on va fêter ça ensemble. Il n'avait pas vu comment ça pouvait dégénérer, cette affaire. Et puis il s'installe fort de... Alors, c'était vraiment très bien fait. D'abord, il y en a un ou deux qui ont... On a su ça, parce que c'est monté à Mesmer. Hein. Un ou deux qui ont téléphoné en disant que c'était mission spéciale. Ils n'étaient pas prêts pour les missions spéciales parce que le gosse s'était fait mal aux pieds. Bon. Et donc, à Vincennes, on commençait à se dire... On l'a su après. Mais c'est quoi cette mission spéciale? Donc le commandant, moi je ne suis pas au courant. C'est monté à Vincennes. Il paraît qu'il y avait une mitrailleuse derrière la porte. Hein, ils avaient peur encore à l'époque. C'était la fin de la guerre d'Algérie. Et Roger, il était dans son bistrot à côté. Et à un moment, il voit ses copains qui sortent du métro et des flics qui leur tombent dessus. Et puis, il y a deux mains qui se posent sur le commissaire Poisblanc, qu'il avait bien connu. Alors, monsieur Olindre, on prépare un putsch. Écoutez, monsieur Poisblanc, vous voyez bien que c'est une blague. Je n'aurais pas donné rendez-vous à Vincennes quand même. Hein. Mais... Ils ont eu peur, ils ont cru. Non, puis lui, alors, il a été embêté. Hein. Alors, il a été pendant 2 ans assigné à résidence. Il y avait des visites à la Surie tous les jours. Hein. Il y a même mon chef de commando, Jacques Ponceau, un jour monté l'escalier, c'était à l'étage, et je le vois apparaître, il était parachutiste aussi, et Roger lui dit, Roger était avec les commissaires, et Roger dit, il va se faire arrêter, et lui dit, monsieur, nous n'avons pas de travail. Arrête tes conneries, Roger. Je vous dis que nous n'avons pas de travail. On ne l'a plus revu pendant 30 ans. Parce qu'il l'avait pris. Il est mort quand je l'ai retrouvé, voilà. Il avait planté un 1er avril, il était allé avec une équipe planter sur les grands boulevards un arbre au milieu des boulevards. Après, il l'enlevait. Mais à l'époque, c'était possible. Ouais. La société, l'homme n'était pas un élément statistique élémentaire qui n'a pas d'avant et qui n'a pas de futur, qui est simplement un élément statistique. Les flics en riaient. On savait que c'était une blague, et les flics, je ne parle pas de l'affaire de Vincennes, là ils n'en riaient pas beaucoup, mais... Et d'ailleurs, j'ai retrouvé des papiers là récemment où l'Humanité disait, oui, on dit que c'est une blague, mais l'Humanité voulait faire croire que c'était un vrai putsch, voilà. Ça c'était relié. Et tous les ans, il y avait quelque chose. Alors, bataille de tarte à la crème au docteur des Champs-Élysées... Alors, il y a eu toute cette période où on a parlé de la période Tixier-Vignancourt, la création des Jeunesses patriotes et sociales. Il y a eu le Cercle du Panthéon, le Bivouac du Grognard, un restaurant fréquenté. D'ailleurs, on dit même que c'est au Bivouac du Grognard qu'a été imaginé le Front National, d'ailleurs, à l'origine. Oui. Et qu'il avait créé en 1900, à la fin des années 60, et qui a duré un certain temps. Vous avez quelque chose à ajouter là, sur cela, Arnaud, en quelques mots? Comme quoi, Roger Olindre est un acteur de l'histoire, parfois à son corps défendant. Ce qu'on oublie, c'est que c'est une tentative de meurtre contre la personne de Roger Olindre qui était l'étincelle qui a déclenché tout à fait, parce que j'allais parler justement, j'allais en parler, vous avez tout à fait raison de souligner cet événement. Roger aussi, fidèle à son combat ses combats en Indochine, a créé à la fin des années 70, à la fin des années 60 plutôt, au moment où, en pleine guerre du Vietnam, et au moment où toute l'extrême gauche, toute l'intelligentsia française n'avait que des mots, n'avait pas assez de mots pour dire tout le bien qu'elle pensait du Viet Cong et un peu plus tard de Pol Pot et autres criminels cambodgiens, Roger avait créé le Front Uni de soutien au Sud-Vietnam, qui a été une des premières organisations qui avait rassemblé déjà toute la droite nationale de l'époque, tous les mouvements nationalistes de l'époque. Ça, c'est important. C'était une ébauche de Front National. Voilà, c'est une ébauche, quelque part, de Front National. Finalement, ce Front Uni de soutien au Sud-Vietnam, on se souvient des affiches qui avaient été faites. Je crois qu'autour de cette table, il y a un certain nombre qui en ont collé. Peut-être pas vous étiez trop jeune, vous. Ah non, moi, je pense que je n'existais pas encore. Hein. Mais, donc, je ne suis qu'un enfant du mi-temps des années 70. Il y a eu donc cette organisation. Et tout ce qui a été fait à l'époque, et ça, c'est Roger. Alors, peut-être que Éric de Morsadec... je vais vous appeler mon colonel, non? Non. Mais vous êtes secrétaire général, comme j'indiquais tout à l'heure, du Cercle national des combattants. On va en arriver au Cercle national des combattants très rapidement. Mais vous pourriez peut-être parler justement de cette volonté permanente de Roger de rassembler ce qui est... Absolument. Alors, il se trouve que j'ai connu cette époque
du Front uni de soutien au Sud-Vietnam, qui effectivement, vous avez bien fait de le C'est préciser. à l'époque qu'on s'est connus d'ailleurs. Qu'on s'est connus, enfin un petit peu après. Mais quelques années après, moi j'ai connu Roger en 75. Oui, le Front uni s'est ranimé au moment de la chute de Saigon. Et moi j'avais j'ai connu les Roger en affiches à cette époque-là. 72. À l'époque j'étais militant nationaliste et il a fait partie tout de suite de mes mentors. Comme je disais tout à l'heure à Jacques, j'ai eu 3 mentors dans ma vie, mon père, le médecin général Courbil et Roger Olindre. D'ailleurs, une anecdote à ce propos-là, je me suis engagé dans l'armée en 75, comme vous venez de le préciser, et j'en avais été dissuadé par quelqu'un que tout le monde a connu, qui s'appelle Pierre Sergent, qui m'avait dit « Non, il ne faut pas rejoindre l'armée, c'est plus que c'était, etc. » Roger, lui, m'a dit « Si, vas-y, parce que quand tu deviens militaire, tu épouses la France. » Ça, c'était Roger. Et il m'a dit « Vas-y. » Et à l'époque, je n'étais pas majeur, donc j'avais besoin de l'autorisation de mon père. Et mon père a signé mon autorisation pour m'engager dans l'armée. Effectivement, Roger, à ce moment-là, avait une importance extraordinaire pour nous, qui étions des jeunes militants. Nous découvrions en fait le combat politique. Roger avait quoi à l'époque? En 72, il avait 43 ans. Mais pour nous, c'était un grand ancien déjà. Et on avait pour lui un attachement presque filial, parce qu'il avait vécu tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine, l'Algérie. Et à l'époque, nous étions encore peu de temps après la guerre d'Algérie. Et tous les anciens d'Algérie étaient pour la plupart encore présents, encore vivants. Et puisqu'il y avait même à l'époque encore des anciens de 14 qui étaient encore vivants, qui eux d'ailleurs ne parlaient pas de leur guerre, très rarement. Et Roger a fait partie de ces gens qui ont motivé toute une génération, qui est la mienne en grande partie, c'est-à-dire des gens qui maintenant ont 65 ans à peu près, pour s'engager, car c'est quelqu'un qui donnait l'exemple. C'est-à-dire qu'il ne disait pas « allez-y », mais il disait plutôt « suivez-moi ». Et il était toujours présent sur le combat. Jacques l'a rappelé tout à l'heure, quand il allait cracher au visage d'un opposant, ça, c'était Roger également. C'est-à-dire que beaucoup de leaders politiques restent un petit peu en retrait lorsqu'il y a des affrontements, lorsqu'il y a des choses comme ça, où il y a un risque physique. Roger, lui, c'était pas du tout ça. Il y en avait 2 comme ça dans le milieu à l'époque. Il y en a un autre, on a fait une émission sur lui il y a quelques années aussi. C'était Roland Gaucher aussi. Ah oui, absolument. Roland Gaucher qui était l'un des responsables politiques de l'époque qui nous a quittés il y a plus de 10 ans. Absolument. Alors l'heure avance et on ne va peut-être pas s'étendre aujourd'hui sur toute la période Front National, son élection comme député, comme conseiller régional. On se rappellera juste ce que tout le monde... ce qui est incontournable, c'est sa réflexion, les balles de tennis à Madame de Panafieux, qui un jour... Non, c'était des députés socialistes. Des députés socialistes, je ne sais à plus. l'Assemblée nationale, et il lui a reproché, il disait, vous me parlez d'entendre des balles, mais les seules balles que vous avez entendues au cours de votre vie, passer au-dessus de vos têtes, c'était des balles de tennis. Et je crois, Jacques, que vous avez apporté la casquette. La casquette qui prouve que Roger Olindre, lui, n'a pas entendu que des balles de tennis, puisque la casquette de Roger en Indochine... Déjà pour vous dire... En Algérie. Déjà pour dire que... La fameuse casquette, déjà. Sa casquette. Et il y a 3 mois, je dis, Roger, je veux que tu me promettes, avant de disparaître, de me la laisser. Oh, il me dit, tiens, la voilà. Et cette casquette, montrez-la voilà. devant la caméra. Mais il y a les balles, il y a les traces des balles qui ont frôlé sa tête. On rappelle qu'il a été grièvement blessé. Ça a traversé. Il a eu le crâne ouvert et il a failli être, pas si on peut le dire maintenant, il était habillé en FLN, ne l'oubliez pas. Oui, parce qu'il était... Il faisait des prisonniers à peu près dans la gueule. Bon. Mais il a créé au milieu d'une katiba. Et donc, quand il a eu le temps de tuer la personne qu'il a, heureusement, sinon l'autre l'aurait achevé. Et il a été mis sur un brancard, sur un hélicoptère. Il ne pouvait plus parler, mais il pouvait entendre. Et la bataille avait été rude. Et un des pilotes de l'hélicoptère dit
Je crois qu'il faut l'emmener à l'hôpital. Si là, demain, ils vont le rétablir, ils vont nous tirer dessus. Heureusement, un message arrive en disant, vous êtes le chef de commando, ça n'est pas un FLN. On pourrait parler pendant des heures de Roger Olindre. Il y a tellement de choses à dire. Allez-y, Jacques, rajoutez. Je l'accompagnais quand il était, pendant les périodes électorales en Seine-Saint-Denis, ce qui n'est pas très facile, hein, vous vous en doutez. Et nous étions 5-6 à traverser parfois des marchés où il y avait 2000, 3000 immigrés, en criant « halte à l'immigration ». C'est Roger qui était devant. Hein. Et pour le 11 novembre, un jour, le maire de Sevran, qui était communiste, il pleuvait, c'était triste, il faisait noir, sombre. Le maire de Sevran tient des propos insultants. Nous étions 4. Roger lui fonce dessus, lui arrache le micro et le vire. Il ne s'est rien passé. Il a abandonné la place, le maire. Alors qu'il était, je ne sais pas, 50, 60. Hein. Roger lui fonce dessus, hein, sous la pluie, arrache le micro et prend la parole. Et on a eu de plus en plus de communistes qui adhéraient finalement au Front National, parce que c'est des braves gens qui, au fond, à qui on avait fait rêver que le communisme les sauverait. Hein, bon, mais les pauvres, voilà. Et ça, effectivement, c'était Roger aussi. C'était ça, il fallait le faire. Tout à l'heure, Éric Vieux de Manzanec disait quelque chose de très juste. On a appris beaucoup grâce à Roger, grâce à ces militants de cette période. Et c'est peut-être, pour revenir à ce que l'on disait au début de cette émission, c'est peut-être aussi l'une des choses qui nous différencie de tous les militants des causes d'aujourd'hui, des causes à la mode, des causes juteuses, des causes hypocrites que l'on entend aujourd'hui. C'est peut-être aussi ce qui nous sépare aussi de toute cette classe politique, de ces Macron, de ces Griveaux et autres personnages bien peu intéressants. C'est qu'eux n'ont jamais connu tout cela. On parlait tout à l'heure de leur parcours politique qui s'est limité à toucher du pognon pour se présenter aux élections et être élu. Eh bien, nous, on a eu la chance. On a fait partie de cette génération qui a eu la chance d'être peut-être la dernière génération qui a connu qui a côtoyé ceux qui ont été qui ont subi 1945, qui ont subi la répression en 1962, et qui nous ont appris que la politique c'était pas un jeu, que l'engagement politique c'était pas une lubie d'un moment, qui nous ont appris que tout cela, ça correspondait à une volonté qui doit rester inébranlable en nous, de mener à bien notre action et surtout de gagner un jour. Ce sont tous des gens qui avaient mis leurs idées au bout de leur fusil. Oui. Pour au bout de mes idées avait dit Pierre Sergent. Voilà. C'est-à-dire que ce que je dirais, c'est que c'était des chefs. Voilà. On a eu la chance d'avoir de vrais chefs. Tout à l'heure, Arnaud disait, je l'aurais suivi en enfer pratiquement, je me serais fait tuer sous ses ordres. En 30 ans d'armée, j'ai croisé quelques chefs. Très peu, pour lesquels malheureusement je serais allé jusque-là, mais j'en ai connu quelques-uns qui étaient de la trempe de Roger. Il n'était pas le seul de cette trempe-là, mais lui avait un charisme extraordinaire, effectivement, avait un vécu extraordinaire, et il est vrai que c'était l'exemple à suivre. C'est un homme exemplaire. Tout à fait. Jacques, un dernier mot peut-être, parce qu'on reparlera peut-être, on aura peut-être l'occasion de refaire des émissions, j'espère d'ailleurs, sur ce thème. Mais peut-être il y a l'homme public qui est un peu Parlez-nous de l'homme. Qui est un peu la synthèse de ce qu'est l'homme et de ce que lui renvoie la société. Hein. Bon. L'homme privé, c'est que je vais dire, j'ai bien connu, est un bonhomme d'une extrême simplicité, d'une totale franchise, d'un dévouement incroyable. Je ne dis pas ça parce qu'il est mort. Hein. Non, mais on le sait tous. Comment vous dire, si vous manquez... Le fait qu'il me donne cette casquette, mais c'est toujours comme ça. Au maquis, quand on n'est pas à bouffer, il y a du pain, voilà, je te le donne. Roger, c'est quelqu'un qui allie des qualités un peu exceptionnelles, qui au Moyen-Âge aurait valu devenir baron ou chevalier au minimum, mais aussi des qualités humaines. Et voyez, vers la fin de sa vie, là, je regardais depuis 2-3 ans, il a rien préparé pour partir. Il voulait rédiger ses mémoires. Il me dit, ça sert à quoi? À parler de moi? Il avait renoncé à ça. C'était la France, l'amitié, les solidarités fortes, et une vision et une extrême confiance dans la vie.
Et jusqu'à son dernier soupir, il a été comme ça. Voilà, il n'y a pas eu de transition, j'ai mal, je n'ai jamais entendu se plaindre, et pourtant, croyez bien qu'il aurait eu mille occasions de pouvoir le faire. Hein, voilà. Alors, quand on pense à Roger, bien sûr, on pense à son épouse, à sa fille, à son petit-fils, bien sûr. Oui. On pense aussi à quelqu'un qui lui a été, qui a toujours été dévoué pendant des années et des années. On l'a toujours vu à ses côtés. C'est Nicole, la secrétaire du CNC, et Jacqueline, qui resteront les militantes actives du CNC, j'espère. Et justement, Éric, puisque vous êtes secrétaire général du Cercle national des combattants, je pense que Roger n'est plus, mais le CNC, lui, va continuer à exister. Vous avez deux mots à dire, parce qu'après, il faudra Oui, le CNC doit continuer. Je déjeunais avec Roger le jour malheureusement de son départ, et nous travaillons ensemble sur l'avenir du CNC. Et je dois dire, je ne peux encore présager de rien, nous y travaillons, nous sommes un petit groupe actuellement avec notamment Bruno Gollnisch, Didier Rochard, oui. Et d'autres, sans doute le général Picmal, etc. Et nous travaillons sur l'avenir du CNC. Nous ne laisserons pas tomber, parce que ce serait trahir la mémoire de Roger. Roger, Jacques le sait, m'avait témoigné une grande amitié en me demandant d'être le secrétaire général du CNC. Le nom de Roger, ça n'est pas je ne pouvais un petit cadeau. Hein. Je ne pouvais rien lui refuser. Et ce que je peux vous dire, c'est que, de façon inédite, c'est que j'ai eu l'honneur et la chance de lire la maquette de son dernier livre, qui n'est pas encore paru. Et donc, il y aura un livre à titre posthume qui sera édité en son temps, assez rapidement, je pense, qui sera le dernier ouvrage de Roger. Roger qui m'a fait l'honneur, par ailleurs, la dernière fois que je l'ai vu, c'était donc le jour de son décès. Il me dit, en me quittant, je vais t'écrire la préface de ton prochain livre. J'apprends dans la nuit, au petit matin exactement, le décès de Roger. Je vais sur mon ordinateur quelques heures plus tard et je trouve un mail de Roger dans lequel se trouvait la préface de mon prochain livre. Ça aussi, c'était Roger. Un homme de parole et jusqu'au bout. Il a combattu jusqu'au bout. Et je peux vous dire une chose, si je peux. Bien sûr. Je suis en train, à la demande de sa femme et de sa fille, de vider les archives. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Et donc, je suis obligé de lire, de vérifier. Je savais qu'il lisait beaucoup, qu'il avait une grande. Je dis il a parce qu'il est encore là pour moi, une grande table. Mais il a noté des centaines d'ouvrages pour ne pas être attaqué en cas de publication. Tout était... voilà. C'est incroyable. Il passait ses nuits à lire et chaque fois il me disait tu vois, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Je vais répondre. Mais je ne me rendais pas compte de l'importance du travail que ça pouvait représenter. C'est quand on prend ces pièces, quand on les regarde, quand on les ouvre. Tout est annoté, tout est clipsé, c'est extraordinaire. C'est cet homme qui n'avait pas de formation, je crois qu'il avait un certificat d'études au fond. Absolument. Voilà. Bon. Alors, nous allons être obligés de conclure avant de passer la parole au professeur. Je rappelle donc le livre C'est Roger. Je parle aussi du livre Honneur ou Décadence qui a été édité aux éditions de Alpha, qui est un des livres de Roger, préfacé par Jacques Isorni avec un avant-propos d'Alain Sanders. C'est Alain Sanders que nous avions invité, mais malheureusement qui ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. À propos du livre C'est Roger, Arnaud Menu, vous serez samedi prochain à la Librairie Française. C'est ça, samedi 22 février à partir de 15h à la Librairie Française pour une séance de dédicace. Pour une séance de dédicace, venez à la Librairie Française qui se situe 5 rue Bartholdi. C'est dans le 15e arrondissement de Paris. Vous trouverez l'adresse exacte sur les réseaux sociaux. Et donc Arnaud Menu dédicacera le livre C'est Roger, édité à Synthèse Nationale. Donc samedi prochain, combien samedi le 22 février à partir de 15h. À partir de 15h. Eh bien, merci. Je vais maintenant passer la parole. Arnaud doit nous quitter, je crois. Je vais passer la parole au professeur pour sa chronique hebdomadaire. Voilà qui nous ramène à une époque bien différente. Je vous ai raconté la chute de Robespierre, et en vous rappelant que la réaction thermidorienne, qui met fin à la partie la plus sanglante de la Révolution, dans l'historiographie traditionnelle, en fait, n'avait pas été faite pour abattre un tyran. Elle avait été faite pour sauver la tyrannie. Et les tyrans eux-mêmes, en protégeant les membres de la nouvelle oligarchie de la folie d'un des leurs.
Et à la place, on a mis un système toujours aussi verrouillé et centralisé qu'avant, mais qui s'est donné cette fois un conseil d'administration composé de 5 directeurs, voilà, ce qu'on appelait le directoire. Et les 5 membres du directoire étaient tous d'anciens conventionnels. Hein, tout ça, bien sûr, pratiquement tous les députés. Hein, je vous avais expliqué tout ça, comment on avait prorogé leur mandat, donc on avait changé les enseignes, mais c'était la même marchandises, et tous conventionnels régicides. Hein. Il y avait Barras, La Revellière-les-Paux, Rebelle, Le Tourneur et Sieyès. Mais Sieyès c'était dédié et il avait été remplacé par Carnot. Et ce directoire, puisqu'on veut maintenant éviter de pouvoir être envoyé à l'échafaud quand on est membre du club par le chef, donc ce directoire, il obéit en principe à 2 assemblées, le Conseil des 500, le Conseil des Anciens, qui sont en fait les mêmes. Hein. Ils sont recrutés, élus de la même façon, truqués et par les mêmes personnes. Donc ce sont des assemblées jumelles qui ne sont pas là pour s'équilibrer entre elles, mais pour assurer la pérennité du système. Mais donc, comme j'ai raconté, en 1795, on avait décidé de réserver les 2 tiers des sièges des 2 chambres à d'anciens conventionnels. Ça avait été présenté par un député qui s'appelait Baudin des Ardennes, dans une mesure qui était destinée aux moyens de terminer la Révolution. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Terminer la Révolution, ça veut dire que voilà, on garde tout ce qu'on a acquis. C'est pas on met à la poubelle les salopards et on les remplace par des gens normaux. Non. Et c'est ce qui a provoqué l'insurrection royaliste dite de Vendémiaire. Les sections royalistes donc se sont dirigées vers les Tuileries où siégeait la Convention, c'est encore les derniers moments de la Convention. 25 000 hommes, hein. Paris il y a 500 000 habitants, donc vous avez 25 000 hommes armés qui marchent sur les Tuileries. Et les Tuileries ne tombent pas, hein. C'est-à-dire que c'est défendu par aussi 30 000 hommes, donc vous voyez que c'est comme si aujourd'hui il y avait 200 000 hommes dans Paris. Hein. Et comme maintenant c'est Paris à sa banlieue, ça ferait 1 200 000 hommes. Et le commandant des troupes de Paris, c'est Barras. Et il donne l'ordre d'ouvrir le feu. Évidemment, les militaires obéissent, et celui qui est chargé principalement de faire ça, c'est Bonaparte, qui est secondé par 2 de ses futurs compagnons d'aventure, Murat et Brune. Et donc il fait mitrailler les insurgés sur les marches de l'église Saint-Roch. C'est depuis 2000 seulement qu'on a effacé les traces de ce mitraillage. Église Saint-Roch où Roger Hollande a été inhumé il y a quelques jours. Et ce jour-là, le boulet de canon prouva sa supériorité sur le bulletin de vote. Même truqué. Malheureusement, ni les boulets, ni les bulletins ne sont comestibles, c'est ça le problème. Or, il ne faut pas oublier, hein, on oublie toujours de dire ça, parce qu'on est tellement impressionné par le sang, c'est qu'il y a une autre façon de mourir à l'époque, c'est de faim. Hein. Les confiscations à grande échelle, donc les biens nationaux qui avaient enrichi les nouveaux plutocrates, lesquels faisaient un étalage incroyable, c'est le code des muscadins, des incroyables et des merveilleuses, donc il y avait un grand étalage de richesses mal acquises. Ces confiscations n'avaient pas réglé le problème des finances, hein, que les états généraux avaient été réunis pour ça. Et si bien que les fonctionnaires n'étaient pas payés, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se payaient eux-mêmes, donc en confisquant de nouveau, corruption, concussion, etc. Trafic en tout genre. Mais les famines, surtout, qui étaient inconnues depuis la fin du règne de Louis XIV, sont revenues. Hein. Pas les disettes. Hein, comme quoi Louis XIV n'avait pas fait que du mal, puisqu'il n'y avait plus de famine. Non, c'est il y en avait encore. Il n'y a plus de famine. Non, chez lui, la fin de son règne, c'était d'affreuses famines. Il faisait froid aussi, mais enfin, c'était aussi les mêmes causes, hein, les guerres et les impôts. Mais la différence avec le règne de Louis, c'est que les clergés qui autrefois soulageaient les pauvres, il faut bien voir qu'en 1789, il y a 40%, un gros tiers de la population qui a besoin de secours au moment de la soudure entre les 2 récoltes, etc. Donc ils ne sont pas assistés complètement, mais enfin l'Église elle a été dépouillée de ses biens, qui sont devenus les biens des nouveaux maîtres, et donc ne servent plus au secours des pauvres. Et c'est pas tout, parce qu'en 1793, il y a une loi qui avait obligé à céder les communaux à des particuliers. Donc tout ça a été acheté également en assignat pour une bouchée de pain, toujours par les mêmes. Et maintenant, les gars, ils disent, vous avez faim, adressez-vous à qui de droit. Mais qui de droit, il a été déporté en Guyane, c'est le clergé. Voilà. Et donc, on ne voit pas, tous ces événements montrent que l'attachement de la population, hein, que les cahiers de doléances de 1780 avaient montré au roi et à l'Église d'ailleurs, avait pas
diminué. C'est pas en terrorisant la population, en l'affamant qu'on lui fait changer d'opinion. Donc elle était restée profondément royaliste. Et en dépit de tout, en dépit du fait qu'on leur tire dessus, eh bien, les élections de 17... Et en dépit du fait que les élections étaient truquées, en 1797, la majorité des députés élus sont royalistes. C'est quand même extraordinaire. Qu'à cela ne tienne, les députés non conformes sont immédiatement arrêtés, déportés. C'est un autre petit copain de Bonaparte, c'est Augereau, qui se charge de cette besogne, futur duc de Castiglione. C'était ce qu'on appelait le coup d'État de Fructidor. Donc cette fois, c'est le coup d'État, c'est-à-dire qu'en fait, le territoire se maintient par une série de coups d'État. Alors, comme on a éliminé les royalistes, il n'y a pas que les seuls mécontents, tout le monde est mécontent. Donc, il reste encore, malgré tout, les Jacobins. Ça va être l'année suivante, en 1798. Les Jacobins sont ici arrêtés et déportés. Puis, entre les deux, il y a eu Babeuf, la conspiration des égaux. Il y avait des gens qui se disaient, mais quand même, dans la Révolution, on a dit que tout le monde allait être égaux et heureux. Donc, c'était idiot de penser ça, que ça allait marcher. Mais eux, ils se disaient, il faudrait y arriver. Donc, du coup, évidemment, Babeuf et les siens passent à la guillotine. Vous voyez que le Thermidor, on ne voit pas trop ce qu'il y a bon champ. Et puis, donc, comme il y en avait pour tous les goûts, pourquoi se gêner, maintenant qu'on est parti, les déportations et les arrestations arbitraires reprirent, comme au vieux temps, et le clergé fut victime de nouvelles persécutions. Mais, ce faisant, comme on le voit, le Directoire il a de plus en plus besoin de militaires pour éliminer ses opposants politiques. Et donc, ils vont en trouver un à leur goût, c'est Bonaparte. Et comme disait Burke, la révolution finira par un sabre, et ce sabre sera traîné par un homme de petite taille qui s'appelle Bonaparte. Eh bien, on est arrivé. Donc, dont on parlera la prochaine fois. À Bonaparte, qui sera le sujet de notre prochaine émission. Merci, cher professeur, et merci à vous tous d'être venus pour parler de Roger Olindre. Et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt. Au revoir.